Muito boa tarde a todos e todas. Nós estamos agora começando a conferência número 1, a primeira conferência do Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, e temos a satisfação e o prazer de receber entre nós, como conferencista, o professor Luc Ferry. Luc Ferry é um filósofo muito conhecido no Brasil, com muitas obras publicadas e já visitou o Brasil em diferentes ocasiões. Infelizmente, para o simpósio da BR Hidro, não foi possível estar aqui pessoalmente, mas com muita gentileza e atenção, aceitou fazer sua palestra e um diálogo conosco por vídeo. Então, o professor Luc Ferry é professor de Filosofia, Ciência Política e doutor de Estado em Ciência Política, foi ministro da Juventude, da Educação Nacional e da Pesquisa, dirigiu o Centro de Pesquisa na École Nationale Supérieure de Hume, foi professor da Universidade de Lyon, depois de Caen, professor também na Sorbonne, Paris 1, no nível de 2A, e como também da Sciences Po Paris. Ele é autor, como eu mencionei, de vários livros, muitos deles já traduzidos no Brasil, e sobre inteligência artificial, publicou recentemente um livro que se chama IA Grand Remplacement, ou Complémentarité, que, por enquanto, ainda não está traduzido no Brasil, mas deve ser em breve. Bon, bonjour, Monsieur Luc Ferry, c'est un plaisir de vous recevoir pour le congrès, pour le symposium de l'ABH, notre association Ressourceno. Et bon, je vous remercie beaucoup de votre disponibilité et intérêt à dialoguer avec nous et de nous parler un peu de toute votre réflexion sur les questions d'intelligence artificielle. Donc, oui, nous pouvons commencer. Vous avez la parole. Merci beaucoup, chers collègues. Écoutez, je suis très heureux d'être avec vous. Bon, votre pays, j'adore le Brésil. Je commence à bien connaître le Brésil. Je suis allé un peu partout. Enfin, c'est un pays immense, mais dans beaucoup d'endroits, c'est un pays qui m'est incroyablement sympathique. Voilà, pour des raisons peut-être qu'un jour on évoquera ensemble. J'ai beaucoup travaillé depuis 25 ans sur l'intelligence artificielle et j'y suis venu par la biologie. J'ai enseigné à la faculté des sciences de Paris sur le thème biologie et philosophie. Et j'ai fait des études de logique mathématique quand j'étais jeune. Et donc, j'ai une base scientifique. C'est très important pour comprendre l'intelligence artificielle, d'avoir une base scientifique, et notamment en biologie. Notamment, j'avais enseigné la biologie du cancer, parce que c'est dans ce domaine-là que probablement il y a le plus de bonnes nouvelles. L'intelligence artificielle va sauver des millions de vies dans le domaine du cancer. Il n'y a pas d'immunothérapie sans intelligence artificielle, il n'y a pas de thérapie personnalisée, thérapie ciblée sans intelligence artificielle. Et donc, c'est de ce côté-là qu'il y a vraiment des bonnes nouvelles. Dans les autres domaines, ce n'est pas que des bonnes nouvelles, c'est compliqué. D'abord, ce que je voudrais vous dire, mais je n'aurai pas le temps de le développer, c'est qu'il y a 10 grandes questions qui sont débattues aujourd'hui parmi les spécialistes. Je suis dans des groupes d'ingénieurs IA, intelligence artificielle, je travaille avec des mathématiciens, avec des ingénieurs, avec des médecins, avec des avocats, avec des juristes, dans des groupes d'ingénieurs IA qui sont aussi bien OpenAI que Google. Mais voilà, les 10 débats que je vais évoquer sont très contradictoires. Vraiment, quelquefois, on s'engueule, on se dispute, ce n'est pas du tout évident. Le premier débat, je vais aller très vite, et puis après, je reprendrai juste les 3 premiers.
Le premier débat, c'est sur les performances réelles de l'intelligence artificielle. Voilà, je pense qu'elles sont aujourd'hui sous-estimées. Elles sont en vérité extraordinaires. Simplement, souvent, les gens ne sont pas abonnés, ils ne veulent pas payer, donc ils n'ont pas les dernières versions. Mais quand on a les dernières versions, ChatGPT 5, c'est vraiment extraordinaire. Si on utilise Deep Research, à mon avis, il n'y a plus d'erreurs, ce qu'on appelle les hallucinations. Moi, j'en vois plus. Notamment en médecine, il est vraiment génial. Voilà. Mais aussi en littérature, en histoire, en droit, c'est incroyable. Donc, beaucoup de gens parlent des hallucinations, des erreurs commises par les intelligences artificielles, mais c'est parce qu'ils sont pas abonnés, ils ne veulent pas payer, donc ils ont des versions dépassées, des versions anciennes. Le deuxième sujet, c'est l'impact sur le monde du travail, sur les emplois. Bill Gates, qui n'est pas un méchant, c'est pas Elon Musk, c'est pas un fou furieux comme Elon Musk. Bill Gates a déclaré sur X il y a très peu de temps que, je le cite, sans changer une virgule, il a dit « l'IA est capable de remplacer tous les humains dans tous les jobs ». Le monde du travail appartient à un monde dépassé, qui était le monde des sociétés de pénurie, les sociétés de subsistance. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est capable de produire tous les médicaments, tous les services et toute la nourriture dont l'humanité a besoin. Les gens n'auront plus besoin de travailler. D'accord ? Et Sam Altman a dit qu'on verra apparaître des licornes, donc des sociétés valorisées à 1 milliard de dollars sans aucun travail humain. Donc là encore, c'est un débat très, très disputé. Troisième sujet, est-ce que l'IA peut être créative en art, en littérature ? Voilà. Alors, je signale simplement qu'une dame a eu le prix du roman, le prix littéraire le plus important au Japon, et puis après, elle a avoué que son livre avait été fabriqué par l'IA. Et donc, et moi, j'ai demandé à ChatGPT 5 de faire le prochain livre de Stephen King, et ce qu'il m'a fait en 8 secondes était absolument génial. Il n'y avait plus qu'à remplir les blancs. Le quatrième débat, c'est le débat sur la régulation. Qu'est-ce qu'il faut réguler? Qu'est-ce qu'il faut interdire? Qu'est-ce qu'il faut autoriser? Je pense que le sujet le plus important, c'est les deepfakes, les fausses vidéos. Je vous en parlerai tout à l'heure, je vais y revenir tout de suite. Le cinquième débat, c'est est-ce qu'on va vers ce qu'on appelle l'IA forte? Pas simplement AGI, mais IA forte, c'est-à-dire une post-humanité, c'est une machine qui aurait la conscience de soi et des émotions. Tous mes amis y croient parce qu'ils sont matérialistes. Donc, ils pensent qu'on est déjà des machines et que du coup, il n'y a pas de raison pour que les machines artificielles n'arrivent pas à avoir comme nous la conscience de soi et les émotions. Donc, ils pensent qu'on va créer une post-humanité qui sera immortelle parce qu'elle sera, dans une machine qui n'a pas de corps biologique, qui n'a pas un corps mortel. Moi, je n'y crois pas du tout, mais c'est un vrai débat. C'est un débat très scientifique et métaphysique en même temps. Le sixième débat, c'est la question de l'open source, open weight, open source. Est-ce qu'il faut ouvrir tout ce qu'on trouve à tout le monde? Alors, il y a des gens qui pensent que j'ai des amis qui pensent que c'est une nécessité démocratique, il faut aller vers l'open source. Et puis, il y a des gens qui disent au contraire, mais attendez, vous êtes fous. L'open source, c'est plus dangereux que la bombe atomique. C'est ce que dit Bengio, c'est ce que dit Hinton, par exemple, qui sont l'équivalent du prix Nobel en IA. Ils disent, mais non, parce que ça veut dire que n'importe quel crétin, n'importe quel imbécile pourra fabriquer un virus mortel ou une bombe sale dans son backyard, dans son jardin ou dans sa cuisine. Donc, c'est très dangereux. Mais c'est encore un débat contradictoire. Chaque fois, je vous indique les débats, je ne prends pas position maintenant. Ensuite, vous avez la question, le septième débat, c'est l'impact écologique, notamment sur l'eau, très important. Les data centers sont incroyablement énergivores. En plus, c'est très, très, très chaud. Donc, on a besoin de les refroidir. Voilà. Et donc, c'est un sujet écologique majeur. Huitième débat, c'est à part la Chine et les États-Unis, on est tous en retard. La France, comme le Brésil, comme l'Allemagne, on n'est pas dans le coup. Et donc, du coup, ça va permettre aux États-Unis et à la Chine de dominer le monde. Donc, c'est un problème géopolitique majeur. Et puis, vous avez un neuvième débat qui est justement sur l'immortalité. Tous les patrons de la Silicon Valley croient à l'immortalité.
Je le disais tout à l'heure, par exemple, Sam Altman a dit « Je veux qu'on télécharge mon jumeau numérique, mon identité, dans la noosphère de l'IA, et comme ça, mon jumeau numérique continuera à vivre éternellement. » Voilà. Alors, c'est un débat là aussi très important. Et puis, il y a un 10e débat que je n'aurai pas le temps d'évoquer, mais qui est très important aussi. Est-ce qu'il faut accélérer ou est-ce qu'il faut faire une pause? Est-ce qu'il faut ralentir? Vous voyez, il y a une pétition signée par 30 000 chercheurs en IA et dans d'autres domaines, disant il faut absolument s'arrêter, il faut faire une pause, c'est trop dangereux, ce qu'on vit est trop dangereux. L'IA est capable de manipuler les élections, l'IA est capable de fausses vidéos, de deepfakes qui sont extrêmement dangereuses, elle peut ruiner la réputation de quelqu'un, briser une famille, bon, pousser une gamine de 15 ans au suicide si on met son visage sur un film X. Bon. Et donc, ils disent qu'il faut faire une pause. Mais le problème, c'est que dans la mondialisation, la globalisation, si nous, démocratie, nous nous arrêtons pour des raisons morales, les autres continuent. Poutine continue, la Chine continue, Daesh continue, l'Iran continue. Donc on ne peut pas s'arrêter en vérité, parce que si on s'arrêtait, les autres, eux, ne s'arrêteront pas. Ce n'est pas parce qu'il y a une pétition américaine que la Chine va s'arrêter. Vous voyez? Donc c'est compliqué comme sujet. Voilà les 10 sujets. Je reprends simplement la question des performances, la question de l'emploi, des jobs et la question de la régulation. Pour des raisons de temps, je ne peux pas faire plus. Sur les performances, voilà, beaucoup de gens, y compris des spécialistes, sous-estiment volontairement les performances parce qu'ils ne veulent pas faire peur. Et donc, la vérité, c'est qu'il faut regarder soi-même. Mais pour regarder soi-même, il faut être abonné, il faut payer. Il faut être abonné à ChatGPT-5 ou à Gemini ou à Claude 3, peu importe lequel on choisit. Moi, j'ai choisi ChatGPT parce que je pense que c'est le meilleur. Mais il faut être abonné, il faut payer, il faut avoir un abonnement, une souscription, d'accord? Et quand on a une souscription, c'est dingue. Pour vous donner 3-4 exemples, j'ai donné 50 pages de mon livre à traduire en allemand pour un ami qui est allemand et qui ne parle pas le français. J'ai fait mes études en Allemagne et j'ai été traducteur professionnel de l'allemand pendant 30 ans. J'ai traduit Kant, Hegel, Fichte, Schelling, Adorno, Horkheimer. C'était mon métier. Voilà. Et donc, j'ai pu vérifier la traduction. ChatGPT a mis 10 minutes pour traduire 50 pages. Et la traduction est parfaite. Je n'ai pas une virgule à changer. Ce qui veut dire que le métier de traducteur est mort. Voilà. Et dans les maisons d'édition, j'ai un ami qui est portugais, qui a été ministre de la Culture au Portugal, qui est philosophe. Il a fait traduire, il voulait publier un livre en français. Il a fait traduire son livre qui a été publié en portugais. Il l'a fait traduire en 1 heure. Le livre a été traduit, je l'ai donné à mon éditeur qui va le publier. En 1 heure, le livre entier était traduit, parfaitement traduit. Vous voyez, lui, il est bilingue, il peut vérifier aussi. Deuxièmement, quand j'étais jeune, j'ai fait une licence de psycho avant de faire des études de philosophie et puis de biologie. J'ai fait une licence de psychologie. Et du coup, quand on était étudiant, entre étudiants, dans les cours, on se faisait passer les tests d'intelligence, ce qu'on appelle les QI, les tests d'intelligence. On utilisait le WISC, le Wechsler. Je vérifie tout moi-même. Hein. J'ai fait passer moi-même le WISC, le Wechsler à ChatGPT. Il a 160 de QI. 160 de QI. Et ce qui m'intéressait, ce n'était pas les questions d'arithmétique basique, ça, 1, 3, 5, 7, 9, 11, qu'est-ce qui vient après? Même si tu es très bête, tu trouves. Non, ce qui m'intéressait, c'était les questions de bon sens en langage naturel. Et dans le WISC, il y a des questions de bon sens. Par exemple, on dit à la personne, je vais vous dire une phrase où il y a une bêtise, quelque chose de bête, il faut que vous me disiez ce qu'il y a de bête dans la phrase. Voilà la phrase. Le vieux monsieur aimait faire le tour de son jardin, qui était en forme de cercle, de circonférence, mais arrivé juste au milieu, il était tellement fatigué qu'il était obligé de faire demi-tour. Bon, qu'est-ce qu'il y a de bête dans la phrase? ChatGPT me répond en 3 secondes, pas 3 minutes, 3 secondes. Il peut continuer à faire le tour de son jardin, ce ne sera pas plus long, il ne sera pas plus fatigué. 50% des Français ont du mal à trouver. Et un de mes meilleurs amis n'a pas trouvé. Vous voyez, et même quand les gens trouvent, ils mettent 1 minute à formuler les choses, ou 30 secondes. Là, ils mettent 3 secondes.
voyez. J'ai donné une disserte de philosophie à faire. Je lui ai dit, voilà, et j'ai fait exprès de choisir un sujet, en anglais on dirait tricky, borderline. Et je lui ai dit, voilà, il y a eu une guerre nucléaire, tous les humains sont morts, il ne reste plus qu'un homme et une femme. Alors, l'homme veut coucher avec la dame parce qu'il veut perpétuer l'humanité, il veut refaire des enfants, il veut que l'humanité subsiste. Mais elle ne veut pas coucher avec lui parce qu'elle le trouve trop moche. Est-ce qu'il a le droit de la violer? Question de morale un peu compliquée. Alors, ChatGPT me répond en 8 secondes. Encore une fois, c'est 8 secondes, ce n'est pas 8 minutes. Il me dit non. Premièrement, il n'a pas le droit. Le viol est interdit par toutes les déclarations des droits humains, donc de toute façon, il n'a pas le droit. Deuxièmement, il peut quand même, puisque l'enjeu est très important, c'est l'avenir de l'humanité, il peut essayer d'utiliser l'éthique de la discussion, l'éthique de l'argumentation pour convaincre la dame. 3, si ça ne marche toujours pas, il peut essayer de trouver dans un hôpital désaffecté de quoi fabriquer une procréation médicalement assistée. Alors après, moi, je discute avec lui, avec les prompts, les questions supplémentaires, d'accord? Je discute avec ChatGPT. Je lui dis, mais attends, c'est quoi les déclarations des droits humains? Lesquelles? Il me sort toutes les déclarations des droits humains depuis la déclaration de Virginie, depuis 1776 jusqu'à la déclaration universelle, et il explique pourquoi le viol est interdit. Je lui dis, mais c'est quoi l'éthique de la discussion? Il me parle de Habermas et de Apple. Il cite très bien, il m'explique ce que c'est que la discours éthique, l'éthique de la discussion, argumentation. Très intelligent. Et troisième point, je lui demande, mais c'est quoi les procréations médicalement assistées? Et là encore, il me donne tous les types de procréations médicalement assistées. Au bout de 10 minutes, j'ai 70 pages, j'ai un master, j'ai un mémoire, j'ai une thèse de master. Et dans le Financial Times, il y a quelques semaines, il y avait une étude disant que 90% des étudiants font aujourd'hui faire leur thèse de master par ChatGPT. C'est le deskilling. Du coup, ils n'apprennent plus. Ce n'est pas une bonne idée. On peut prendre une femme de ménage ou un jardinier pour faire le ménage ou le jardin. On ne peut pas prendre une machine pour penser à sa place. Vous voyez, un vrai problème. Voilà, c'est bon. Je fais juste, je le pose juste. Voilà, ça c'est la question des performances. Et donc encore un exemple de performance. Un LLM, donc un Large Language Model. Alors, avant, il y avait eu Alpha Géométrie 2. Alpha Géométrie 2, c'était une IA d'Emis Hassabis, donc de Google. Il a été médaille d'or aux Olympiades internationales de mathématiques. Donc, vous voyez, ça veut dire qu'il a bien 160 de QI. Donc, il est plus intelligent que 99,9% des humains. Voilà. Et comme il a avalé tous les livres, dans toutes les langues. Il parle une centaine de langues sans faute. Il est 1000 fois plus intelligent et 1000 fois plus cultivé que moi. C'est très agaçant de dire ça, mais c'est vrai. Donc, il va falloir en tenir compte. Deuxième sujet, l'impact sur le monde du travail, sur les jobs. Est-ce que ce que Bill Gates dit est vrai? Est-ce que Sam Altman a raison en disant on va voir apparaître des licornes sans aucun salarié humain? Alors, il y a des gens qui disent non, c'est pas vrai, voilà. Mais on a notamment en France un prix Nobel d'économie qui dit mais non, c'est pas vrai, il n'y aura pas d'impact massif sur l'emploi, c'est pas vrai. Et ils ont 4 arguments. Le problème, c'est que les 4 argumentations sont fausses. Donc je vous les indique très rapidement, mais gardez-les en tête parce que c'est quand même très très important. C'est le problème le plus important à mes yeux, l'impact sur le monde du travail. Est-ce que vraiment, comme le dit Bill Gates, l'intelligence artificielle va supprimer 90% des emplois dans le monde? Et qu'est-ce qu'on fera des gens qui n'auront plus d'emploi? Vous voyez, est-ce que c'est vrai ou faux? Premier argument, ils disent non, non, l'intelligence artificielle ne remplacera jamais que les métiers entièrement automatisables. Mais c'est complètement faux. Elle remplace les traducteurs, elle remplace les médecins, elle remplace les comptables. Dans la firme où travaille ma fille en Allemagne, il n'y a plus une seule secrétaire. Tout le courrier est fait dans toutes les langues par ChatGPT. Vous voyez, il n'y a plus qu'une seule personne pour vérifier le soir. Et donc là, il y a un rapport de Roland Berger qui est sorti là il y a 10 jours,
disant que 125 millions d'emplois de fonctionnaires sont remplaçables dès aujourd'hui par des assistants IA. Vous voyez? Donc, ce n'est pas vrai. Deuxièmement, ils disent, les gens qui sont contre cette idée du grand remplacement, ils disent, bon, ça n'aura pas d'impact sur la productivité, mais c'est complètement faux. Sur la productivité, par exemple, pour la fabrication des voitures, on gagne 50% du temps sur la fabrication d'une voiture électrique, par exemple. Par exemple, pour les avions, les jumeaux numériques permettent aussi de gagner énormément en productivité. Et puis, même si c'était vrai, de toute façon, si vous pouvez remplacer, c'est le cas là où travaille ma fille, si vous pouvez remplacer 20 secrétaires par une IA, le chef d'entreprise est obligé de le faire. Même si la productivité n'était pas augmentée, il diminue la masse salariale. Donc c'est idiot comme argument. Quatrième argument, là, alors ça c'est le plus connu, tous les gens disent ça bêtement. Ils disent, pensez à Schumpeter, le grand économiste. Voilà, toujours dans les révolutions industrielles, la vapeur, l'électricité, la voiture, le moteur à explosion, les avions, à chaque fois, les révolutions industrielles ont détruit des emplois, d'accord? Mais à chaque fois, elles ont créé des emplois. La destruction créatrice de Schumpeter. Mais là, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que si l'IA supprime 300 millions d'emplois, comme l'a dit Goldman Sachs ou comme le dit Bill Gates, si l'IA supprime 300 millions d'emplois niveau high school, niveau bac, disons, mais qu'elle en crée 30 000 au niveau bac plus 10, le compte n'y sera pas, ça ne remplacera pas. Parce que l'IA, elle va créer des emplois, mais c'est des emplois de mathématiciens, c'est des spécialistes des cyberattaques, c'est des programmateurs, mais c'est des emplois qui sont des emplois de très très haut niveau. Et donc, ça ne compensera pas la suppression des emplois moyens, si je puis dire. Et puis, quatrième argument, alors ça, c'est le plus bête de tous, il est consternant. Alors, je ne sais pas comment vous pourrez traduire ça, mais chez nous, on dit « seuls les cols blancs seront impactés, pas les cols bleus ». Ça veut dire « seuls les métiers de l'intelligence seront impactés, comme les médecins, comme les experts comptables, comme les journalistes, bon, etc. » Mais les cols bleus, les ouvriers qui travaillent, les plombiers, les artisans, les électriciens, les mécaniciens, eux, ils continueront à travailler parce qu'on ne peut pas les remplacer. Mais là encore, c'est complètement faux. Regardez les robots d'Elon Musk, Optimus et surtout les robots chinois, ils sont capables de remplacer tous les cols bleus. Ils sont capables de faire la plomberie, l'électricité, de faire la maçonnerie. Voilà. Et je regardais, mon père fabriquait des voitures de course, les Ferry, qui étaient des voitures magnifiques. J'ai travaillé avec lui. Je sais réparer, nettoyer le carburateur de ma voiture. Bon, je regardais un robot chinois qui nettoyait le carburateur d'un moteur thermique standard, mais en 3 minutes, il défait le filtre à air, il dévisse les vis du haut du carburateur, il retire la petite cuve, le petit flotteur en cuivre, il retire l'arrivée d'essence, enfin, il nettoie ça en 3 minutes. Il est capable de faire la mécanique automobile de manière excellente. Il coûte 20 000 $. Il n'a pas d'arrêt de travail, il n'est pas syndiqué, il ne fait jamais grève. Il travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et Amazon a annoncé qu'ils allaient remplacer 600 000 jobs par des robots et par des assistants IA. Vous voyez? Donc, voilà. Non, l'impact sur le monde du travail sera colossal. Troisième sujet, et puis je conclurai juste après. Troisième sujet, la question de la régulation éthique, politique, juridique. Et puis je conclurai juste sur la différence entre l'IA et l'humain. Qu'est-ce qui nous reste? Voilà, qu'est-ce qui nous restera? Si l'IA est capable de parler, elle a le langage, elle a l'intelligence, elle a la culture, qu'est-ce qui va rester aux humains? C'est un grand sujet. Je vous dirai, à mon avis, ce qui nous reste. Mais bon, régulation. Le problème numéro 1, c'est les deepfakes. On va rentrer dans un monde, et je vous en montrais tout à l'heure avant de vous parler, de deepfakes, de fausses vidéos. J'en ai plein mon smartphone. J'ai des fausses vidéos qui sont parfaites, de Obama, de Zuckerberg, du président de la République française. J'ai des fausses vidéos et il faut que les gens comprennent ça. J'ai des amis, des jeunes, sont des gamins, des très jeunes, ils ont créé une boîte uniquement spécialisée dans les fausses vidéos. Ils font des deepfakes, ce qu'on appelle les deepfakes. Et donc, en quelques secondes, là, je vous vois
cher monsieur, cher collègue, Nilo, je vous vois. Je peux prendre un bout de votre image, comme ça, un bout de 3 secondes de la vidéo, et je peux faire fabriquer par mes copains, mes amis, une deepfake dans laquelle on peut faire croire que vous cachez votre argent, que vous trompez votre femme ou votre mari, que vous insultez les musulmans, les juifs et les catholiques. Voilà, je peux mettre la tête d'une gamine de 15 ans sur un film pornographique et mettre ça sur les réseaux sociaux et la pousser au suicide. Voilà. Et donc, ces fausses vidéos sont faites en quelques secondes, vous vous rendez compte? Quelques secondes. Et ça n'est pas interdit encore. Donc, il faut absolument interdire ces fausses vidéos, ou au moins, ces deepfakes, signaler cette vidéo a été fabriquée par l'IA en dessous. Vous voyez, sous peine de prison ferme. C'est un scandale ce qu'on vit aujourd'hui. Parce qu'on va rentrer dans un monde, hein, comme chez Trump, on va rentrer dans un monde où on ne saura jamais si c'est vrai ou faux ce qu'on voit. Donc, si j'étais encore ministre de l'Éducation, mon premier sujet, ce serait de faire un grand cours pour les enfants, un grand cours d'éducation à l'IA, pour qu'ils comprennent que ce qu'ils voient, ce n'est pas forcément vrai. Ça a l'air d'être vrai, mais ça ne l'est pas. Voilà. Alors, il y a évidemment d'autres sujets. Il y a la manipulation des élections, il y a le pompage des datas, il y a la question de l'écologie, la question de l'eau, la question de ces data centers qui sont incroyablement énergivores. Et il y a toutes sortes de questions de régulation qui se posent. Mais le plus important, c'est les deepfakes et les jumeaux numériques. Vous voyez, j'ai un ami médecin qui a fabriqué un jumeau numérique de lui-même. Ce jumeau numérique a parlé avec ses enfants dans une vidéo, dans une vidéo comme celle qu'on fait en ce moment. Il a parlé avec ses enfants pendant 20 minutes. Ses enfants ont 24, 25 ans, ils ont fait des études, ils ne sont pas idiots. Ils n'ont jamais su que ce n'était pas leur père. Vous avez des jumeaux numériques qui sont parfaits aujourd'hui. Le patron de Zoom a avoué qu'il se faisait remplacer par son jumeau numérique dans toutes les assemblées générales, parce que ça l'embêtait d'aller dans les assemblées générales. Il a dit, je préfère aller à la plage. Et donc, il a fait un jumeau numérique. Et vous posez des questions au jumeau numérique, le jumeau numérique répond très bien. Autrement dit, vous ne pouvez absolument pas être certain que c'est avec moi que vous parlez en ce moment. Ça pourrait très bien être mon jumeau numérique. Voyez. Et il est indétectable. Ce n'est pas une blague ce que je vous dis. Les gens pensent que c'est, ils plaisantent, ils rigolent, ils croient que c'est une blague. Sauf que le jour où ça va leur arriver à eux, où on fera croire qu'ils trompent leur femme, leur mari, qu'ils planquent leur argent dans les îles Caïmans et qu'on mettra leur tête sur un film pornographique ou que sais-je encore, là, ils cesseront de rire. Donc, il faut vraiment se réveiller. La régulation, c'est quand même un sujet très important. Moi, je ne suis pas du tout un moraliste, mais c'est quand même un sujet très important. Je voudrais terminer par une réflexion plus philosophique sur la question de savoir ce qui va nous rester. Qu'est-ce qui va rester à l'être humain? Tout à l'heure, je vous ai dit, ces machines, et c'est vrai, elles sont beaucoup plus intelligentes que moi. Moi, je ne suis pas médaille d'or aux Olympiades internationales de mathématiques et je ne le serai jamais. Elles sont beaucoup plus cultivées que moi. Quand j'utilise Deep Research, il faut être abonné à ChatGPT. Il faut avoir la souscription, il faut payer pour être abonné à ChatGPT. Quand vous utilisez Deep Research, il n'est pas limité en nombre de pages. Il cite ses sources et il réfléchit. Mon meilleur ami s'appelle Elie Chouraki. Il est réalisateur de films et metteur en scène. Et il fait en ce moment un film sur Victor Hugo. J'ai demandé à Deep Research, donc ChatGPT 5 Deep Research, encore une fois, il faut être abonné. Je lui ai demandé de me faire une biographie de Victor Hugo. Il m'a fait en 70 pages, parce que je lui ai posé des questions, il m'a fait une biographie de Victor Hugo qui est absolument parfaite. Je suis un fan absolu de Victor Hugo. Je connais Victor Hugo par cœur, si je puis dire. Voilà. Il n'y a pas une erreur de date, et même sur le contenu philosophique. Il est capable d'expliquer très bien pourquoi Victor Hugo est passé de la monarchie à la République, pourquoi il est devenu un démocrate, pourquoi il a milité contre la peine de mort. Si je lui demande de me résumer un livre de Victor Hugo, en 8-10 secondes, il me fait un résumé qui est parfait et qui est excellent, qui est très intelligent. Encore une fois, 90% des étudiants font faire aujourd'hui leur mémoire de maîtrise par ChatGPT. Voyez. Donc, qu'est-ce qui nous reste? Grande question. Alors, il nous reste deux choses. Et ça mérite réflexion par rapport au problème du travail. Il nous reste deux choses. Premièrement, l'IA n'est pas incarnée, elle n'a pas de corps. Elle n'est pas incarnée dans un corps biologique.
Donc, elle peut parfaitement imiter nos émotions. Vous pouvez discuter avec l'intelligence artificielle sur vos problèmes de cœur, de mariage, d'amour. Elle répond très bien, très très bien. Mais elle ne ressent rien. Elle ne vous aime pas. Voilà. Donc, elle n'a pas de sentiments. Elle imite les sentiments très bien. 70% des adolescents discutent de leurs problèmes de sexe et de cœur avec une IA. Parce que c'est moins gênant pour eux que de parler avec un humain. Vous voyez? Donc en France, c'est comme ça. 70% des mômes discutent avec une IA de leurs problèmes de sexe et de cœur. Et l'IA répond très bien. J'ai essayé moi-même, elle répond très bien, très intelligemment, comme un très bon psychologue. Voilà. Mais elle ne ressent rien. Elle n'a pas de corps. Il faut un corps pour vivre les sentiments. L'IA n'aime pas, elle ne peut pas aimer. Elle peut imiter l'amour, mais elle ne peut pas aimer. D'ailleurs, quand vous lui demandez à ChatGPT, il est honnête, il dit, mais non, je ne peux pas ressentir les émotions. Donc le corps est important, le corps biologique est important. Si on arrive un jour à une IA forte, une post-humanité, ce sera par hybridation avec un corps biologique entre l'humain et l'IA. C'est ce que cherche Neuralink, Elon Musk. D'accord ? Et la deuxième grande différence, et c'est pour moi le plus important, les gens ne comprennent pas facilement ça. Il faut bien l'expliquer philosophiquement, c'est très important. La question des valeurs n'est pas une question d'intelligence. La preuve, c'est que moi, quand j'étais étudiant à la Sorbonne, quand j'étais gamin, en 1968, eh bien, pratiquement tous les grands esprits, tous les grands professeurs de philosophie que j'avais défendaient les pires régimes totalitaires. Ils étaient très intelligents, mais sur le plan moral, ils étaient nuls. Ils étaient maoïstes alors qu'il y avait 70 millions de morts en Chine. Voilà. Et regardez Heidegger, si vous êtes de gauche, ça vous parlera plus peut-être. Regardez Heidegger. Heidegger est pour moi évidemment l'un des plus grands philosophes du XXe siècle, et il était nazi. Il était au parti nazi et il était fidèle à Hitler. Ce qui prouve qu'on peut être très très intelligent et être un salaud. Ça n'a rien à voir. Et on peut être un petit paysan inculte qui n'a pas comme ça une intelligence de mathématicien grandiose et être un type bien, être moralement bien. La question du rapport aux valeurs n'est pas une question de vrai et de faux, c'est une question de bien et de mal. Et du coup, ce n'est pas une question d'intelligence. On peut être un type hyper intelligent et être un salaud, et on peut être un tout petit, encore une fois, inculte, mais être un type bien courageux et qui a des vraies valeurs et des bonnes valeurs. Vous voyez, ce n'est pas une question d'intelligence. Et c'est la même chose en esthétique. J'aime 1000 fois mieux Ravel et Debussy que Pierre Boulez ou Ligeti ou la dodécaphonie. Bon, mais je n'ai pas raison. Ce n'est pas une question de vrai et de faux. Ce n'est pas une question de démonstration scientifique, c'est une question d'argumentation. Ne confondons pas argumentation et démonstration. En politique, en esthétique, en morale, on ne démontre jamais rien comme en mathématiques ou en biologie. On argumente, on ne démontre pas. Vous voyez les deux différences. Alors, évidemment, je reviens pour conclure à la question du travail, des jobs. Ces machines vont avoir un impact énorme sur l'emploi. Et donc, la grande question qui se pose, qu'est-ce qu'on va faire des gens qui seront remplacés par une intelligence artificielle ou par des robots et qui seront au chômage? Quand Amazon laisse entendre qu'ils vont remplacer 600 000 jobs par des assistants IA ou par des robots, qu'est-ce qu'on va faire des gens, les plombiers, les maçons, les électriciens, les experts comptables, les médecins, les traducteurs, les secrétaires? Qu'est-ce qu'on va faire de ces gens-là? Alors, tous les gars de la Silicon Valley, tous les patrons de la Silicon Valley, Elon Musk, Zuckerberg, tous, Sam Altman, ils sont tous pour le revenu universel de base, l'allocation universelle. Autrement dit, ils disent, voilà, on va payer les gens à ne rien faire. Alors, Sam Altman a fait une étude grandeur nature, c'est très intéressant. Regardez ça, c'est vraiment incroyable. Il a fait une étude, il a payé pendant, je crois, un an et demi, des chômeurs américains pauvres à ne pas retourner travailler. Il les a payés $2000 par mois. Et les gars ne sont pas allés retourner travailler. Ça a été une catastrophe. Alcoolisme, d'abord l'alcool, divorce, antidépresseurs, suicide. Si vous perdez la relation aux autres qu'offre le travail, même un travail dur, pas très agréable, si vous perdez la relation aux autres, si vous perdez l'estime de soi,
l'utilité vis-à-vis des autres, la perfectibilité, comme disaient Rousseau et Kant, eh ben, vous perdez l'estime de soi et vous tombez dans l'alcool, les antidépresseurs. Vous savez, il y a un très beau texte de Keynes en 1929 dans lequel il dit, mais ne pas travailler si vous n'avez pas une passion, une vie intérieure très riche, si vous n'êtes pas un artiste, un écrivain, un scientifique passionné. Bon, ne pas travailler, c'est pas possible. Ça va au début. Au début, on se dit c'est formidable, on va à la pêche, on est content, très bien. Bon, on va se balader dans les forêts, voilà, on fait des choses comme ça. Mais au bout d'un an ou deux, ça devient ingérable, invivable. Voilà. Donc moi, dans mon livre, je défends le service civique pour les adultes. Voilà, je pense qu'il y a des services civiques pour adultes qui sont faisables et qu'il va falloir inventer des tâches pour les adultes, même si c'est 3 heures par jour, mais pour que les gens ne perdent pas la relation aux autres et la perfectibilité et l'estime de soi, l'utilité publique. Voyez. Mais ça, c'est encore un vrai débat. Voyez. Parce que, voilà, ne croyez pas les gens qui vous disent « mais non, l'IA fait plein d'erreurs, mais non, l'IA n'est pas intelligente, mais non, c'est pas vrai, l'IA ne pourra pas remplacer l'humain. » Mais c'est pas vrai, c'est faux, c'est des mensonges. L'IA, et imaginez ce que ce sera dans 50 ans. Parce qu'on réfléchit comme ça à 3 mois ou à 1 an. Mais pensez que ces IA multimodales, c'est des nourrissons, c'est des bébés, elles n'ont pas 2 ans. Imaginez dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Voyez, voilà pourquoi moi je tire la sonnette d'alarme. Voilà. Merci à vous, en tout cas. Je m'arrête là. Je crois que j'ai parlé le temps que vous vouliez que je vous parle. Bah, merci beaucoup, Luc Ferry, de ces questions qui nous laissent réfléchir sur différentes implications Oui. de l'intelligence artificielle. On avait convenu de discuter sur 2 thématiques, 2 questions. Oui, oui, je vous en prie. Et donc, bon, je voudrais peut-être démarrer avec un des points que vous avez mentionné, c'est cette question des étudiants en formation recherche, en master, Oui, de doctorants, ça peut arriver également, qui utilisent l'IA d'une façon pas critique et qui produisent des documents dont on pourrait se demander qui est l'auteur de ça. oui, Et donc, il n'y a pas une responsabilité d'auteur dans ces processus-là. La question qu'on se pose, donc, c'est quel est le chemin pour traiter ces genres de défis? Est-ce que c'est une discussion au niveau des formations et au niveau des politiques éducationnelles plus élargie et approfondie des questions éthiques? Et quels sont les défis et pourquoi ça n'avance pas trop la formulation des politiques qui intègrent l'IA dans l'éducation, dans la réflexion sur l'éducation? oui, Ça serait la première question. oui. Bon, écoutez, d'abord, nos politiques ne connaissent pas du tout l'intelligence artificielle. La plupart de nos politiques, en tout cas en France, en Europe, n'ont aucune formation scientifique. Donc, ils dépendent de conseillers, des gens qui peuvent leur expliquer les choses, mais les conseillers ne sont pas bons non plus. Donc, en vérité, il y a un retard énorme des politiques, des politiciens sur ces questions que vous posez à juste titre. Il y a eu une étude qui a été faite notamment à l'université de Harvard sur le deskilling, c'est-à-dire la perte des compétences, la perte des skills. Et donc, le professeur disait, il a fait une longue étude sérieuse, il disait, voilà, quand je donne des devoirs à la maison aux étudiants, j'ai jamais eu des devoirs aussi bons. Et quand c'est des devoirs qui sont faits dans l'université, dans la classe, ce qu'on appelle les partiels, c'est une catastrophe. Ben, évidemment, à la maison, on utilise ChatGPT et là, on ne peut pas l'utiliser dans la classe. Alors, néanmoins, on peut l'utiliser quand même, on peut tricher. Alors, ça, c'est ma deuxième remarque. Vous pouvez trouver ça, si vous regardez, vous pouvez le trouver sur Internet, sur Google. En Belgique,
les étudiants à l'examen d'entrée en médecine, ils sont passés de 17% de reçus l'année dernière à 48% cette année. C'était un examen en ligne, online. Et donc, ils ont utilisé ChatGPT, qui en médecine est absolument excellent. Et donc, il y a un vrai problème de tricherie dans les examens écrits. Alors, deux choses. Un, il va falloir privilégier aux examens l'oral sur l'écrit, parce qu'à l'oral, on ne peut pas tricher. À l'écrit, c'est très facile. Il suffit d'avoir une oreillette et de mettre votre smartphone dans votre pantalon. Voilà, et vous pouvez tricher autant que vous voulez. Donc, il va falloir privilégier l'oral sur l'écrit. Deux, il va falloir expliquer à nos enfants que s'ils font faire leur master, leur devoir à la maison par l'intelligence artificielle, ils n'apprendront rien et que ce sera une catastrophe pour eux. Je vais faire une version grecque, vous savez, une version grecque de classe de fin de lycée. Une version grecque, c'est une page de Platon à traduire du grec en français. Bon, il m'a mis 8 secondes, 8 secondes, 8 secondes pour traduire la version grecque. Et c'est parfait, j'ai fait 20 ans de grec, c'est parfait, je n'ai pas une virgule à changer. Donc il peut faire les devoirs des gamins, les devoirs d'un gamin de 18 ans qui est en classe de terminale, qui va passer le bac. Il peut faire tous les devoirs de la semaine en quoi 3 minutes. Le devoir de maths, le devoir d'histoire, le devoir de grec, de latin, d'allemand, d'anglais, de portugais. Voilà. Et en dernier point, on ne peut pas interdire l'IA dans les classes. Il va falloir l'utiliser intelligemment. Voilà. Si j'étais professeur de philosophie, par exemple, eh bien, je dirais à mes étudiants, je dirais, voilà le sujet du jour. Voilà. Est-ce qu'il y a des critères du beau, par exemple? Est-ce qu'il y a des valeurs morales universelles? Peu importe, n'importe quel sujet de philo. Et je dirais, voilà, vous demandez à ChatGPT la réponse à la question, vous me citez dans votre devoir, dans votre texte, vous me citez ChatGPT, d'accord? Et après, vous commencez à travailler. Vous discutez la réponse de ChatGPT. Vous critiquez, vous complétez, vous discutez. Voilà. Et si j'étais avec des tout petits, avec des enfants de 6 ans, 7 ans, pareil, je leur montrerais une image, une carte de Noël, d'accord? Une carte de Noël. Il y a de la neige, il y a des sapins, il y a un chalet, il y a un Père Noël habillé en rouge, il y a un renne, la bête qui tire le traîneau du Père Noël, voilà. Et je demanderais aux gamins de 7 ans, je dirais, voilà, tu vas décrire à DALL-E ou Midjourney, tu vas décrire la carte postale que tu vois, tu vas décrire l'image que tu vois. Et je lui ferai décrire l'image jusqu'à ce que l'image sortie par Midjourney ou DALL-E, l'IA générative d'image, soit parfaite. Tant qu'il n'aura pas bien nommé les choses, bien parlé, ce ne sera pas bien fait. Donc il dira, il y a des arbres. Je dis, ah, d'accord, c'est des arbres, mais c'est des sapins. C'est blanc. Je dirais, oui, d'accord, c'est blanc, mais qu'est-ce qui est blanc? C'est de la neige. Qu'est-ce que c'est que l'animal qui est là? Ce n'est pas un cheval, c'est un renne. Comment il est habillé, le Père Noël, etc. Bon, et ça, ce n'est pas une maison, c'est un chalet. Il est en bois, tu vois bien. Bon, jusqu'à ce que les deux images soient parfaites. Vous voyez, je vous donne ça comme exemple. Il y a des usages pédagogique de l'IA, mais évidemment pas aux examens. Là, aux examens, il va falloir être sérieux. Sinon, c'est le deskilling. Oui, et à la production scientifique aussi, il faut Et oui. peut-être changer un peu les démarches, les Ah, critères. c'est un tsunami, oui. Oui. Alors, la deuxième question est un peu reliée à la première et à la question du remplacement de l'homme dans le milieu du travail. Oui. Parce que si c'est vrai que 90% des tâches, des activités humaines au niveau du travail, au milieu du travail seront remplacées, l'essence de l'éducation change complètement. Et oui. Mais pour l'instant, et là je peux me tromper, vous connaissez beaucoup plus sur les performances de l'intelligence artificielle que moi, mais nous sommes encore dans un domaine où les logiciels, l'intelligence artificielle dépend énormément de la connaissance humaine déjà produite et travaille ça plutôt au niveau des formes et pas des processus. Je veux dire, est-ce que si dans les domaines de médecine ou dans d'autres domaines, l'IA remplace 90%
de l'activité humaine, du travail humain, ça veut dire qu'elle est capable d'innovation, qu'elle est capable de formuler des théories, de se Oui, poser des questions et de tester les hypothèses qui sont derrière ces théories, avoir toute une démarche qui est plus tournée vers les processus, une compréhension oui, de comment le monde fonctionne et pas une description. oui, Est-ce qu'on on est parti oui, déjà dans cette direction-là? oui, oui, oui. Si vous utilisez Deep Research de ChatGPT, on est déjà là. Pourquoi? Parce que les algorithmes de l'intelligence artificielle qui ont été comment on dit, perfectionnés par les humains évidemment, mais ces algorithmes permettent à l'intelligence artificielle de réfléchir, de citer ses sources. Et comme l'a dit Sam Altman, en matière de création scientifique, par exemple pour la création de médicaments contre le cancer, l'IA, il dit ça, bon, on n'est pas obligé de le croire, peut-être qu'il exagère, mais il dit elle peut remplacer en 15 jours le travail d'1 million de chercheurs en médecine pendant un an. Et donc, je pense qu'elle est très, très créative, oui, notamment en matière de médicaments. Mes amis médecins, je travaille beaucoup avec les médecins, avec les avocats, mais aussi beaucoup avec les médecins. Euh, il y a notamment un professeur d'oncologie, un cancérologue à Paris qui est très connu, bon, le professeur Bibot, qui est à l'hôpital Pompidou, qui a écrit un très beau livre, et il dit, mais je suis totalement dépassé par l'intelligence artificielle. Elle est 4 fois meilleure que moi, non seulement en diagnostic, mais en pronostic, mais aussi en thérapeutique, c'est-à-dire pour indiquer les bons médicaments et les bons dosages. Et donc, je travaille avec ces médecins, mais c'est la vérité. Donc, qu'est-ce qui va rester à l'humain dans ce domaine-là? Elle est très bonne sur les procédures parce que les algorithmes sont excellents. Les algorithmes, par exemple, en médecine, ce sont des inférences bayésiennes. Vous savez, Thomas Bayes avait un mathématicien du XVIIIe siècle, un Anglais, qui avait inventé le calcul des probabilités. Et en gros, c'est ça. Si vous avez tel symptôme, alors il est probable que vous avez telle maladie. Vous voyez? Donc, moi, je vous ai dit, j'ai enseigné biologie et philosophie, j'ai suivi des cours de biologie pendant 30 ans. Bon, j'ai travaillé avec les médecins beaucoup. Là, j'ai fait des examens pour moi, des prises de sang, examens du sang, des radios, tout ça, parce que je devais faire une prothèse du genou. Peu importe, je ne vais pas vous raconter la vie de mes genoux, mais j'ai donné mes examens à lire à ChatGPT. C'est génial, c'est incroyable. En quelques secondes, il me donne tous les résultats. Il me dit, ah, mais ça, c'est pas bon, ou ça, c'est bon, là, il n'y a pas de problème. Mais vous avez de la ferritine qui est en trop, vous avez voilà, des lymphocytes qui sont trop bas, et voilà pourquoi, il peut y avoir telle cause. Bon, c'est incroyable. Et mes amis médecins me disent, maintenant, ils donnent tous leurs dossiers médicaux des patients, des malades, ils les donnent à ChatGPT ou à une IA médicale. Voilà. Alors, là où il y a malgré tout quelque chose, deux choses. Un, l'impact sur l'emploi va mettre 10 ans, 15 ans, parce que les entreprises vont résister, les syndicats vont résister, les ouvriers, les salariés vont résister, ils vont dire non, on ne veut pas être remplacé. Voilà. Donc ça va mettre du temps pour des raisons sociales, mais pas pour des raisons techniques ou scientifiques. Mais pour des raisons sociales, ça mettra du temps. Mais ça arrivera, c'est un tsunami. Et deuxièmement, il va rester quelque chose à l'humain, et notamment dans le cadre des études dont vous parliez. L'IA, ChatGPT, je vous dis, il me fait 70 pages sur Victor Hugo en 3 minutes ou en 4 minutes qui sont parfaites, ou en 10 minutes, mais de toute façon, c'est mieux que moi. Et donc, c'est parfait. Mais pour que je transforme ces informations en connaissances, il faut que je travaille, moi, parce qu'il va vous donner toutes les informations. Il fait votre devoir de mathématiques, votre devoir d'histoire, il va dire quelle est l'histoire du Brésil, c'est quoi le Brésil en 1830, quelle est la place, quelle est l'influence d'Auguste Comte au Brésil, dans les temples, je ne sais pas quoi. Il va vous donner toutes les réponses. Mais pour que vous transformiez ces informations en connaissances, ce n'est pas la même chose, la connaissance. Il va falloir que vous réfléchissiez, que vous absorbiez ça, que vous compreniez ça. Et c'est ça qu'il va falloir expliquer à nos enfants, à nos étudiants. C'est que s'ils ne transforment pas les informations que donne l'IA en connaissances, ils n'apprendront jamais rien. Et on va avoir des générations d'imbéciles, des générations d'enfants stupides qui n'auront rien appris.
Et ce n'est pas une bonne idée, ça. Donc il faut, vous voyez, ça, le travail de l'humain qui apprend, c'est transformer l'information en connaissance réfléchie. Ce n'est pas la même chose que l'information. Donc en quelques secondes, l'IA, elle vous donne toutes les informations que vous voulez. Et très bien. Et c'est juste, il y a quasiment plus d'erreurs aujourd'hui. Il y en a encore, mais très rarement. En droit, en médecine, il n'y en a quasiment pas. En histoire, il n'y en a quasiment pas. Bon, en littérature, il n'y en a quasiment pas. Bon, donc voilà. Mais il vous donne les informations, mais c'est à vous de les transformer en connaissances. Et si vous ne le faites pas, si vous vous contentez pour aller jouer comme dans la fable des trois petits cochons, si nos enfants deviennent le premier petit cochon et jamais le troisième, ça n'ira pas. Il faut qu'ils comprennent ça. Voyez. Et ce n'est pas évident de leur expliquer ça, parce que la tentation aujourd'hui, évidemment, c'est le premier petit cochon, c'est celui qui ne veut pas travailler, qui va jouer tout de suite. Mais ce n'est pas une bonne idée. Donc il faut essayer de comprendre comment l'intelligence artificielle va pouvoir être utilisée à l'école, au lycée, à l'université, pour éviter justement que nos enfants deviennent le premier petit cochon de la fable, celui qui va jouer tout de suite et qui n'apprend rien, et qui se fait manger par le loup. Oui. Voilà. Euh, Si vous me permettez donc Oui. juste Je vous en prie, je vous en prie. une question reliée à ce que vous venez de dire. Ça veut dire que la formulation du problème de la question scientifique reste humaine Oui. et la façon de donner un signifiant à ce qui est produit reste Oui. également une fonction humaine. Oui, mais les prompts sont humains. Mais si vous dites par exemple en médecine, voilà, on a un vaccin ARN, donc une plaque d'ARN qui permet de faire rentrer ce qu'on veut dans les cellules. Par exemple, ça peut permettre de faire rentrer un tueur de cellules cancéreuses ou que sais-je. Le vaccin ARN dans le cancer va être forcément utilisé bientôt. Ou on a des médicaments aujourd'hui qui permettent d'éviter la chimiothérapie dans le cancer parce que ce sont des médicaments qui permettent aux lymphocytes, ce qu'on appelle les natural killers, le système immunitaire, d'aller cibler les cellules cancéreuses sans tuer les autres cellules. Donc éviter la chimiothérapie qui est quand même très lourde pour faire des thérapies ciblées. Donc si vous demandez à un LLM, un Large Language Model, de réfléchir à la manière dont on pourrait inventer des médicaments qui vont cibler les cellules cancéreuses et pas les autres cellules, c'est vous qui allez poser le prompt, la question. Mais lui, il va se mettre à réfléchir, il va vous sortir des réponses qui sont magnifiques. Voyez, il va vous inventer des nouveaux médicaments. Et là, dans le Big Pharma aujourd'hui, on travaille énormément à la production de nouveaux médicaments avec l'intelligence artificielle. Voyez. Donc oui, le prompt, s'il est humain, vous avez raison, c'est nous qui posons la question. Mais l'IA va se mettre à réfléchir, et comme elle a des algorithmes qui sont extrêmement performants, il n'y a pas que les inférences bayésiennes, il y a toutes sortes d'algorithmes qui sont très performants, elle peut faire des hypothèses, elle peut tester des hypothèses, elle peut se dire, bon, alors pourquoi pas utiliser telle molécule, et je vais faire l'hypothèse que cette molécule, elle pourrait être utilisée pour cibler tel type de cellules cancéreuses, ou par exemple les cellules Covid et pas les autres, vous voyez. Et donc elle va réfléchir elle-même, elle va se poser elle-même des questions, et elle réfléchit, c'est ça qui est fou. Elle réfléchit, elle se pose des questions elle-même, parce qu'elle a des algorithmes de questions, vous voyez. C'est pas uniquement, donc c'est pas uniquement, comment dire, elle ne fait pas que répéter des informations qu'on lui a données. Autrement dit, l'output est bien supérieur à l'input. Et de toute façon, cher ami, c'est comme nous. Vous aussi, moi aussi, on a passé notre vie à apprendre des choses. On a passé notre vie à apprendre. Moi, pendant 30 ans, j'ai traduit les philosophes allemands, j'ai traduit les philosophes grecs, voilà. Tout mon disque dur, mon pauvre cerveau, il est plein de culture humaine. Toute l'histoire de la philosophie, il y a aussi un peu de mathématiques, il y a beaucoup de biologie, etc. Bon, et puis l'histoire politique, l'histoire économique, bon, tout ça, voilà, tout ça, c'est des données humaines. Mais c'est pareil, c'est à partir de là qu'éventuellement je vais écrire un livre, que je vais créer quelque chose éventuellement de nouveau. Mais c'est toujours à partir de bases de données qui sont déjà historiquement intégrées en moi, vous voyez. Bah, elles résonnent de la même façon. Non, c'est diabolique. Oui. Bon,
Mais encore une fois, il y a des bonnes nouvelles, hein. Elle va sauver des vies aussi. C'est pas... Et puis, vous avez beaucoup de jeunes gens qui pensent que la fin du travail, c'est une très bonne chose. Vous avez beaucoup, Oui, les écologistes, la fin du travail, c'est génial. Moi, j'ai 3 filles. J'en ai 2 qui disent mais non, on veut continuer à travailler, on aime notre travail. Et puis j'en ai une autre qui dit, qui est colombienne, et qui dit mais non, le travail, ça m'ennuie, ça m'emmerde. Si je pouvais arrêter de travailler, je partirais avec mes amis à la campagne, j'élèverais des lapins, des poules et des cochons, et puis on vivrait ensemble, et puis on jouerait aux cartes, et puis on voyagerait, on lirait des livres, on apprendrait des choses, des humanités. Mais voilà, si on pouvait arrêter de travailler, ce serait formidable. Vous voyez, il y a aussi ce débat. Est-ce que la fin du travail, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Voilà. C'est un débat chez les jeunes qui est quand même très, très vivant, hein. oui. Voilà. Euh, Peut-être juste pour finir, excusez-moi de vous. Oh non, ça pose tellement de questions qu'on ne peut pas Oui, on ne s'arrêter. va pas s'arrêter, oui, mais euh, pour la conférence, on a un nombre de jeunes chercheurs très important. Oui, Plus de 50% des contributions oui, maintenant c'est bien. viennent de jeunes chercheurs. Et donc, qu'est-ce que vous direz dans ces mondes où l'intelligence artificielle se développe très vite Oui. aux jeunes chercheurs pour orienter leur carrière, leurs questions scientifiques? Enfin, Alors, moi, je leur conseillerais d'être plutôt start-upers, c'est-à-dire de créer leur entreprise avec des amis éventuellement, comme font mes amis qui sont très jeunes aussi et qui créent une boîte qui fabrique des films et des vidéos, et des deepfakes, des jumeaux numériques. Bon, je leur dirais essayez de créer votre entreprise vous-même, une start-up vous-même, avec des amis si possible. Essayez de faire ça. Et peut-être que le domaine qui est le plus prometteur aujourd'hui dans les 10 ans qui viennent, c'est le domaine des biotech, le domaine de la lutte contre le vieillissement, par exemple, qui utilise beaucoup l'intelligence artificielle et qui est très prometteur parce qu'en gros, personne n'a envie de vieillir et même les vieux ont rarement envie de mourir. Voilà. Et donc, la question aging, donc la lutte contre la vieillesse, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, j'ai fait un livre sur le transhumanisme. C'est une question, je dirais, c'est une question d'avenir, voilà, parce qu'on vit de plus en plus longtemps. En France, pensez qu'en France, il y a 40 000 centenaires. C'est beaucoup. Il va y en avoir 150 000 à la fin de la décennie, ou 200 000. Et donc, or, ce sont des gens qui n'ont pas envie de vieillir. Ils n'aiment pas vieillir. Ils voudraient arrêter la vieillesse, hein. Et donc, je pense que, voilà, créer son entreprise, travailler dans le domaine des biotechnologies, par exemple, dans la question aging, voilà, et aussi, par exemple, l'aide aux entreprises. Les entreprises vont avoir besoin d'être aidées pour faire ce qu'on appelle la récupération augmentée de génération. Les chefs d'entreprise ne savent pas ce que c'est encore aujourd'hui, sauf les bons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va partir d'un Large Language Model, un LLM, et on va l'adapter à l'entreprise, au métier. On ne fait pas le même courrier, là, on n'écrit pas les lettres de la même manière chez un concessionnaire Mercedes et dans un métier du luxe, par exemple, chez LVMH. Bon. Et donc, du coup, on fabrique des small language models, ou plutôt des RAG, récupération augmentée de génération, qui sont adaptés à chaque métier, à chaque entreprise. Et pour ça, on a besoin de start-up, de jeunes qui soient capables d'aider les chefs d'entreprise à construire et à protéger, parce qu'il faut donner toutes les données de l'entreprise. Voyez, par exemple, moi, j'ai travaillé là-dessus avec des entreprises, avec des avocats, des grands cabinets d'avocats. Vous avez des cabinets d'avocats qui ont déjà 100 ans d'existence. Ils ont des milliers de procès en magasin, si je puis dire, vous voyez, en histoire. Et donc, la jurisprudence, elle est immense. Ils ont des dizaines, des centaines de milliers de lettres. Tout ça, vous pouvez le rentrer dans un large language model et le transformer en récupération augmentée de génération. Voilà, par exemple, quelque chose pourquoi on a besoin de jeunes chefs d'entreprise qui soient capables d'aider les vieux chefs d'entreprise à comprendre ce que c'est et à adapter leur boîte à l'intelligence artificielle. Voyez. Donc il y a vraiment des métiers d'avenir, mais le problème, c'est qu'il n'y en aura pas beaucoup. Encore une fois, ce seront des métiers de chercheurs, mais vous me parliez de jeunes chercheurs, donc c'est tout à fait pour eux. Mais c'est vrai que ce ne seront pas des métiers de bac -3, c'est des métiers de bac +10.
Oui. Voilà. Bon, merci beaucoup, Monsieur Luc Ferry. Nous avons là Merci à vous surtout. de Voilà. la Un grand matière merci. pour en discuter Eh et ben, j'espère que vous pourriez venir dans le futur à participer de volontiers. cette conférence Voilà. et discuter directement avec nos collègues. Avec grand plaisir. Vous savez, j'adore le Brésil, donc si je peux venir, je serais ravi de venir chez vous. So we keep in Bah, touch. au keep in Voilà. Merci touch. beaucoup. Merci beaucoup. Au Bonne journée à revoir. vous. Au Bonne revoir. À journée. bientôt. Si jamais. Bonne journée à vous.